Bienvenue à tous pour notre premier podcast, l'Écho des Munes. L'Écho des Munes est l'atelier presse des modèles des Nations Unies du lycée français de Tananarive. Nous sommes Kenza, Noumen, Julien, Amélie et Inès. Notre émission d'aujourd'hui porte sur la question de l'Arctique et la nécessité ou pas de sanctuariser ce territoire. Avant de plonger dans le vif du sujet, permettez-moi de vous présenter notre invitée spéciale, Madame Camille Escudé. Bonjour Bonjour. et merci d'avoir accepté notre invitation. Madame Escudé, vous êtes chercheuse, enseignante en sciences politiques et géographie. Vous êtes spécialisée dans le domaine de l'Arctique. Vous avez dirigé des ouvrages, publié des articles et vous participez activement à des réseaux scientifiques. Par ailleurs, vous êtes aussi passionné de montagne et de littérature. Votre parcours est assez exceptionnel. merci. Sans plus attendre, pourriez-vous nous éclairer un peu et nous dire qu'est-ce que l'Arctique et qu'est-ce qui en fait un territoire à part ? Alors l'Arctique, c'est avant tout un océan tout au nord de notre planète. Et cet océan, il est entouré de continents, c'est-à-dire l'Amérique, l'Asie avec la Russie et également l'Europe. Et donc quand on entend aujourd'hui l'Arctique dans un sens politique, on parle de tous les territoires et de toutes les mers qui se situent au nord du cercle polaire. Donc l'océan Arctique, 5 États riverains et en tout 8 États qui font partie de l'Arctique. Aujourd'hui, l'Arctique, c'est un ensemble de territoires et de mers assez exceptionnels, puisque ce sont avant tout des territoires qui sont particulièrement touchés par le réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'on estime que l'Arctique se réchauffe environ 3 fois plus vite que le reste du globe, selon le dernier rapport du GIEC. Donc cela induit tout un tas de transformations qui sont à la fois environnementales, mais qui ont également des conséquences sociales, économiques, politiques, culturelles, qui en font un territoire absolument à part. Pourquoi vous intéressez-vous plus particulièrement à l'Arctique ? Parce qu'il me semble que l'Arctique aujourd'hui, c'est un peu un condensé de toutes les transformations, de tous les défis qu'on peut connaître nous en tant qu'humains au début du XXIe siècle. Je vous ai dit, c'est à la fois un territoire qui a l'avant-poste du réchauffement climatique, et pas seulement des conséquences du changement climatique, mais aussi de tout un tas d'autres conséquences environnementales. La fonte du pergélisol, c'est-à-dire le sol gelé, qui induit des conséquences aujourd'hui et des risques pour les sociétés et les 4 millions de personnes qui vivent en Arctique, mais aussi des transformations qui sont économiques, liées au processus de mondialisation qu'on connaît aujourd'hui depuis 40 ans. Et ces transformations ont aussi des conséquences sociales et culturelles très prégnantes, très au quotidien, pour les 4 millions de personnes qui vivent en Arctique et les 500 000 populations autochtones. Donc c'est à la fois un intérêt aussi personnel, du fait que, comme vous, quand j'étais petite, j'avais la chance de vivre à l'étranger, et notamment en Russie. Donc c'est un univers qui m'a beaucoup imprégné. Et ensuite, un peu le hasard des recherches, de mes lectures qui ont fait que j'ai décidé ensuite de me spécialiser sur ces territoires et ces mers, parce qu'au début de mes recherches, il y a 10 ans, il y avait finalement assez peu de personnes dans la sphère scientifique francophone qui s'intéressaient à ces questions. Et c'est comme ça que j'ai décidé de me plonger dans ces recherches. Qu'est-ce que signifie sanctuariser ? Alors, sanctuariser, si je devais trouver des synonymes, je dirais c'est peut-être mettre sous cloche, ou en tout cas protéger un point, en fait, pour en faire un sanctuaire, c'est-à-dire un espace d'endroit qui serait pour moi absolument imaginaire et qui correspondrait à l'idée qu'on se fait d'un territoire complètement naturel, entre guillemets, vierge de toute activité humaine. Donc quand on parle de sanctuariser un territoire, c'est vraiment le mettre sous cloche, faire en sorte qu'il ne bouge pas, qu'il n'évolue plus économiquement, socialement, environnementalement. C'est ce qu'on a pu faire par exemple pour les territoires antarctiques, donc aux antipodes du globe. Donc les territoires antarctiques ont été sanctuarisés grâce au traité pour l'Antarctique, puis au protocole de Madrid dans les années 90, qui font de l'Antarctique un territoire consacré à la paix et à la science. Mais ça, c'est parce qu'il y a des particularités tout à fait intéressantes en Antarctique. Notamment, l'Antarctique n'a jamais été peuplée de manière permanente. Donc on peut sanctuariser l'Antarctique. C'est vrai qu'en Arctique, c'est quand même un peu plus compliqué. Alors, d'après vous, qui sont les acteurs clés de la région arctique et quelle est leur position par rapport à ces enjeux ? Alors des acteurs clés, il y en a beaucoup. Déjà, je vous ai dit, il y a 4 millions de personnes qui habitent en Arctique. Et ensuite, quand je vous ai donné la définition de l'Arctique, je vous ai dit qu'il y avait 8 États qui sont souverains en Arctique, c'est-à-dire qui ont des territoires en Arctique. Les États-Unis, le Canada, la Russie, qui est le géant arctique, avec plus de la moitié
de la population arctique et plus de la moitié du littoral. En Europe, nous avons la Finlande, la Suède, la Norvège, l'Islande également et le Royaume du Danemark grâce à ces territoires autonomes du Groenland. Donc là, je vous ai cité déjà 8 États. On peut éventuellement changer de niveau d'analyse. En géographie, on aime bien faire ça. Et s'intéresser aux habitants de l'Arctique, qui sont, eux, les populations autochtones. Donc les Inuits, par exemple, au Canada, les Samis en Europe du Nord, ou les populations autochtones de la Russie. Mais les acteurs, ce sont aujourd'hui de plus en plus d'acteurs extérieurs à la région qui s'intéressent, que je pense par exemple à la Chine, à l'Inde, qui sont aujourd'hui membres observatoires du Conseil de l'Arctique, et également évidemment des acteurs privés, des compagnies privées. Je pense par exemple à la compagnie française Total, qui est présente pour exploiter du pétrole. Et il y a certainement d'autres acteurs encore que j'oublie, les ONG bien sûr, Greenpeace qui est très présent par exemple, WWF, et enfin des organisations supranationales, je pense à l'Union européenne qui a des territoires en Arctique, ou encore un certain nombre d'organes des Nations Unies, le programme des Nations Unies pour l'environnement, pour le développement, qui s'intéresse également à ces régions dans le Nord. Donc l'Arctique est-il toujours considéré comme un espace de conquête ? C'est compliqué de répondre à cette question. Je dirais certainement oui, ne serait-ce qu'au niveau des imaginaires. C'est-à-dire que l'Arctique, ça a été, et c'est peut-être encore un territoire de conquête, quand on se représente ces territoires, encore une fois, dans une vision peut-être assez idéalisée et peut-être un peu aussi occidentalisée de l'Arctique comme un ensemble de banquises vierges avec juste quelques ours polaires, des habitants qu'on considère un peu sauvages. Ça, c'est un peu l'imaginaire qui a été véhiculé, qui, d'ailleurs, je le confesse, m'a séduite aussi dans un premier temps quand j'avais votre âge et que je lisais des romans d'aventure de Jules Verne ou de Jack London. C'est sûr que dans les imaginaires, c'est évidemment un endroit de conquête, même peut-être une dernière frontière. Je sais que c'est au programme d'histoire de la spécialité AGGSP au lycée. Ensuite, c'est évident que ça a été un territoire de conquête pour les nations occidentales qui ont exploré, mené des expéditions scientifiques et colonisé ces territoires dans tous les pays de l'Arctique. Et ensuite, c'est évidemment un espace de conquête d'un point de vue économique, c'est-à-dire un front pionnier. La définition d'un front pionnier, c'est en fait une sorte de frontière imaginaire qu'on déplace au fur et à mesure qu'on met en développement, qu'on développe ces territoires. Donc c'est évident que sur ces plans-là que je viens de citer, à la fois culturel, imaginaire, à la fois politique, avec la conquête, la colonisation de ces territoires, à la fois scientifique aussi, et peut-être aujourd'hui économique, l'Arctique a été un espace de conquête jusqu'à une date très récente. Je sais que dans tous les manuels scolaires, il y a cet exemple, en 2007, quand la Russie a planté son drapeau en titane à plus de 4000 mètres sous la banquise au niveau du pôle Nord. Ça, c'est vrai que c'est une image qui a fait le tour du monde dans les médias internationaux et qui a un peu ravivé ce narratif-là de l'Arctique comme un espace de conquête. Après, dans les faits, si on regarde aujourd'hui, en 2023, il n'y a plus de revendications territoriales sur les territoires arctiques, c'est-à-dire que tout est très bien balisé en termes de droit international. Si je vous prends un exemple, en 2010, la frontière entre la Norvège et la Russie a été définitivement actée avec un accord bilatéral. Donc les deux pays, Russie et Norvège, se sont entendus pour fixer cette frontière. Donc il n'y a pas vraiment de conquête politique. Toutes les frontières sont fixées et même les frontières maritimes, qui aujourd'hui font l'objet de quelques litiges, sont relativement bien fixées en termes de droit international par la Convention des Nations Unies pour le droit de la mer. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de conquête en termes politiques, mais en revanche, je pense que l'idée de cette conquête dans les imaginaires, elle reste aujourd'hui assez prégnante. Et donc, s'il s'agirait de conquête, c'est peut-être de conquête économique dans un contexte justement de réchauffement climatique. Pour vous donner un simple exemple, avec le réchauffement climatique, on observe une migration des espèces maritimes, par exemple les poissons, tout simplement, qui migrent de plus en plus vers le nord. Et ça produit effectivement un déplacement des zones de pêche, un déplacement des zones économiques de prédation de ces espèces. Et donc, à ce titre-là, on peut dire que l'Arctique est bien encore aujourd'hui un espace de conquête. Quelles sont les répercussions de la guerre en Ukraine sur la situation de l'Arctique ? Et peut-on parler d'un retour de la guerre froide ? Alors, c'est une vraie question. Quand je me pose la question, je mets comme vous un point d'interrogation. J'ai pas de boule de cristal. Je peux pas vous répondre de manière extrêmement claire, mais je peux peut-être un peu tirer des hypothèses à partir de ce que je connais. Retour de la guerre froide,
peut-être, si on part du principe que la guerre froide, c'était effectivement un moment en Arctique où les deux blocs Est et Ouest étaient opposés, bien sûr, mais le plus proche géographiquement. Je rappelle qu'au niveau du détroit de Bering, la frontière entre l'URSS et la Russie, c'était seulement 80 km. Et aujourd'hui, on revoit cette espèce de formation de deux blocs, tout simplement parce que toutes les initiatives de coopération politique ont été gelées, sans faire de mauvais jeu de mots. C'est-à-dire que si à la fin des années 1980, c'est Mikhaïl Gorbatchev, donc le chef de l'URSS, qui avait mis en place un processus de coopération qui a abouti ensuite, en 1996, à la déclaration d'Ottawa et à la création du Conseil de l'Arctique. Donc c'est une initiative soviétique qui a fait que cette coopération politique est née. Ce qu'on observe aujourd'hui, en tout cas en 2023, c'est un gel, un arrêt de toute la coopération politique. C'est-à-dire que l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'était le 24 février 2022. Le 8 et 9 mars, le Conseil de l'Arctique, enfin les 7 États du Conseil de l'Arctique, donc sauf la Russie, vous vous en doutez, ont publié sur leur site un communiqué disant que toutes les activités étaient gelées. Et de fait, la Russie s'est retrouvée mise au banc de toutes les initiatives de coopération politique qui jusqu'à présent était louée par les chercheurs, moi la première, comme ce qu'on disait un exceptionnalisme arctique. C'est-à-dire on disait mais sur la Terre entière, il y a des conflits, il y avait déjà l'annexion de la Crimée, etc. Et c'est un miracle, c'est une exception. En Arctique, ça fonctionne, la coopération politique fonctionne. Malheureusement, on dirait que les événements politiques nous ont donné tort. Et nombreux sont les chercheurs aujourd'hui à déplorer finalement que ce soit justement la protection de l'environnement et l'environnement arctique qui soit la première victime de ce gel politique. Donc si aujourd'hui il y a des conséquences de la guerre en Ukraine en Arctique, c'est malheureusement avant tout sur le plan environnemental parce que beaucoup d'initiatives politiques sont gelées. Ces initiatives, c'était par exemple le Conseil de l'Arctique et tous les groupes de travail qui se rassemblent pour faire des travaux scientifiques pour mieux explorer, mieux comprendre et mieux protéger l'environnement arctique. Donc ça pour moi c'est la plus grave conséquence peut-être de la guerre en Ukraine en Arctique. Parce que d'un autre côté, on remarque de manière assez cynique que des grands projets économiques continuent d'exister. Si je prends l'exemple de l'immense chantier qui s'appelle Yamal, dans la péninsule de Yamal en Sibérie, c'est un immense chantier de gaz naturel liquéfié avec des capitaux à la fois russes, bien sûr, de Novatek, mais également français. J'ai parlé tout à l'heure de Total, qui est un grand acteur en Arctique, et des capitaux également chinois. On remarque que ce genre de grands projets économiques d'exploitation de l'Arctique continue de fonctionner malgré la guerre en Ukraine. Donc la guerre en Ukraine a des conséquences très claires aujourd'hui. Et encore une fois, malheureusement, c'est peut-être l'environnement arctique en tout cas, qui en fait les frais, et les populations sur place avec la fermeture des frontières. Le gouvernement finlandais qui a décidé d'ériger un mur à la frontière entre Finlande et Russie, l'arrêt de la coopération universitaire, de la coopération linguistique, de la coopération en termes sportifs, par exemple, dans la région de Barents, c'est-à-dire entre Norvège, Suède, Finlande et Russie. Donc aujourd'hui, la guerre en Ukraine a effectivement des répercussions très claires sur les territoires et les populations de l'Arctique. La guerre de l'Arctique est-elle une menace réelle ? Alors, un petit temps d'attente parce que je réfléchis à ce que je pourrais vous dire. Une menace réelle, c'est difficile encore une fois comme question. Je pense que ça dépendra du point de vue des chercheurs. Moi, je fais partie des chercheurs plutôt optimistes, on dit en relations internationales, ou plutôt libéraux, qui s'opposent dans les débats aux chercheurs qu'on appelle plus réalistes ou plus pessimistes. Moi, j'ai toujours défendu que ce n'était pas une menace réelle, tout simplement parce que tout le monde avait intérêt à ce qu'il n'y ait pas de guerre. Si vous partez du principe, comme je l'ai dit, que l'exploitation économique de l'Arctique dépend de la coopération entre les différentes parties prenantes, j'ai pris l'exemple des entreprises chinoises, françaises et russes en Sibérie, on dirait que personne n'a intérêt à ce que cette guerre ait vraiment lieu. On pourrait dire ensuite que la guerre c'est trop coûteux par rapport aux intérêts qui existent en Arctique, c'est-à-dire qu'on peut pas mettre en parallèle la situation que vivent aujourd'hui les Ukrainiens avec ce qui se passe en Arctique. Je vous l'ai dit, en Arctique tout est bien balisé en termes de droit international. La Russie n'a pas des vues sur d'autres territoires ou d'autres mers arctiques, et les intérêts économiques aujourd'hui sont peut-être trop forts pour que la Russie ou un autre pays ait envie d'envahir son voisin. Pour rappel, on estime que c'est environ 20 à 30% du PIB de la Russie, donc de la richesse produite par la Russie, qui se trouve au nord du cercle polaire arctique. Donc on dirait bien que personne n'a vraiment intérêt à déclencher un conflit qui serait extrêmement coûteux dans cette région du monde.
voilà, je suis pas une experte de la géopolitique mondiale, j'ai pas cette ambition, mais il me semble de ce que je connais que malheureusement ou heureusement, je sais pas, il y a beaucoup d'autres endroits dans le monde et on le voit aujourd'hui avec l'actualité, avec des enjeux qui à la fois économiquement, politiquement, culturellement, religieusement, tout ce que vous voulez, ferait qu'il y a une guerre qui peut éclater, alors qu'en Arctique, mine de rien, il me semble qu'il n'y a pas de revendication politique et pas d'intérêt aux différents acteurs parties prenantes pour qu'il y ait effectivement un conflit qui éclate. Alors, comme nous sommes un peu curieux, nous voudrions savoir pourquoi avoir choisi Madagascar comme lieu de résidence. C'est un peu le hasard de la vie. Pour être tout à fait honnête, pourquoi Madagascar comme lieu de résidence ? C'est le hasard de la vie, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, quand j'étais petite, comme vous, j'ai vécu à l'étranger. Après, j'ai vécu en France, donc je suis originaire. J'ai fait toutes mes études en France, j'ai travaillé en France. Et c'était aussi un choix familial qui faisait qu'on avait un peu envie de changer d'air avec mon mari. C'est lui qui a trouvé une opportunité professionnelle à Madagascar. Et j'ai décidé de me lancer. Et j'ai été recrutée ici à l'Institut d'études politiques de Madagascar, où je poursuis mes recherches sur l'Arctique à distance avec d'autres partenaires au Canada, en France par exemple, et où j'essaye de déplacer un petit peu mes recherches pour mener des analyses comparatives avec cette fois-ci l'océan Indien, avec pas mal d'autres choses à dire aussi. Voilà. Et envisagez-vous de vous intéresser à une autre partie du monde ? Alors, effectivement, en fait, je pense que les analyses comparatives, c'est toujours très fructueux et c'est assez peu développé aujourd'hui. Et donc, pour moi, l'océan Indien, c'est une sorte... Il y a un certain nombre à la fois de ressemblances et de différences. Et je trouve que c'est toujours intéressant d'éclairer les analyses qu'on peut avoir sur une partie du monde avec une autre. Donc pour moi, ça serait plutôt l'océan Indien, puisque le hasard de la vie m'a emmené ici à Madagascar et que c'est l'aire de recherche la plus pertinente et qui permet aussi de mettre en perspective et de prendre du recul par rapport à une autre région que je connais bien, qui est l'Arctique. Nous voilà à la fin de cet épisode passionnant sur l'Arctique. Encore un grand merci à vous, Madame Escudé. Vos connaissances et vos récits ont vraiment éclairé notre compréhension de ce lieu unique. Je vous en prie. Un grand merci à nos auditeurs. Restez curieux et connectés. À bientôt pour un nouvel épisode.